Pendant 3000 ans, la galaxie avait connu la paix. Des traités avaient été signés, les frontières respectées. Le commerce avait prospéré entre des espèces qui se chassaient autrefois comme des animaux. L'accord galactique, conclu après la dernière guerre dévastatrice, devint le pilier de cette harmonie précaire. Le domaine argenté, les Vailariens, les crêles insectoïdes, les formes gazeuses conscientes de Néburi et une douzaine d'autres empires puissants ont respecté le code. Et pourtant, l'humanité ne l'a jamais signé. Pas une seule fois. Ils n'ont pas été bannis, pas vraiment, juste ignorés, rejetés, relégués dans ce coin sombre et oubliés de la galaxie où personne ne voulait vraiment jeter un œil. Les humains étaient des créatures imprévisibles, volatiles, émotives, trop jeunes, trop désordonnées, trop chaotiques. Alors, lorsque l'accord galactique fut finalisé, la décision fut discrètement unanime. Laisser la Terre en dehors de tout ça. Les laisser pourrir dans leur système infernal. Et c'est ce qu'ils firent. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Jusqu'à aujourd'hui, un message unique se propagea à travers toute la galaxie. Bref, froid, d'une clarté indéniable. Ici Jokal, l'exécuteur suprême de l'armada Krell. L'accord est nul, la guerre est déclarée. Notre première cible est la Terre. Les formes gazeuses de Nibari hurlent à des fréquences que seules les étoiles pouvaient entendre. Les seigneurs arcans convoquèrent des sessions d'urgence. Les Vailari, toujours fiers, préparèrent leur flotte. Mais la seule espèce qui aurait dû paniquer ne broncha pas. La Terre reçut le message, et l'humanité, elle esquissa un sourire narquois. Non pas qu'ils croyaient à une plaisanterie, non pas qu'ils aient sous-estimé la menace, mais parce qu'ils attendaient. Depuis 3000 ans, le reste de la galaxie avait passé des millénaires à s'affaiblir, à gonfler son pouvoir par des traités et des tractations diplomatiques. Mais l'humanité, elle n'a jamais cessé d'aiguiser ses griffes. Sous la surface d'une terre apparemment silencieuse, se trouvaient des systèmes de défense si avancés qu'ils faisaient passer l'armada des Krell pour des vaisseaux jouets. Des colonies cachées sur les lunes de Saturne possédaient des replis gravitationnels militarisés. Mars n'était pas un désert rougeâtre, c'était une forteresse. L'humanité n'avait jamais eu besoin d'être invitée à l'accord. Elle avait construit son propre conseil en silence. Et maintenant, la guerre frappait à sa porte. Dans la salle de guerre la plus sombre enfouie sous les montagnes himalayennes, la commandante Rhea Solis était adossée à son fauteuil, sirotant un café noir amer, tout en regardant la flotte Krell se rapprocher sur la grille holographique. « Il était temps », marmonna-t-elle, un sourire en coin étirant ses lèvres. À côté d'elle, le général Isaac Thorne, à la barbe grise, balafré et dangereux, fit craquer ses articulations. Ils avaient finalement choisi la mauvaise espèce isolée. Hors de l'atmosphère terrestre, la première vague de croiseurs Krell surgit de la distorsion. Chacun avait la taille d'une petite lune, armée de torpilles à matière noire et de canons à singularité. Le genre de puissance de feu censé anéantir des planètes. Mais les vaisseaux ne résistèrent même pas 10 secondes. Des dizaines de minuscules éclairs illuminaient le vide,
silencieux, précis. Un à un, les vaisseaux Krell se brisèrent comme du verre sous les tirs des snipers. Loin au-dessus de la Terre, enfouis dans l'ombre des champs d'astéroïdes, les satellites de défense de l'humanité s'animèrent. Tueurs silencieux, construits avec une technologie extraterrestre, rétroconçue au fil des siècles. Le reste de la galaxie observait, incrédule. Ce n'était pas la guerre, c'était un massacre. Sur Velari Prime, un jeune diplomate murmura ce que tout le monde commençait à comprendre. Nous les avons ignorés trop longtemps, et maintenant, ils sont devenus des monstres obscurs. Mais les Krells n'en avaient sans doute pas fini. Ce n'était que leur premier coup. Leur véritable armée n'était même pas encore arrivée. Au plus profond des trous noirs du territoire Krell, une super arme de la taille celle d'une planète commençait à s'agiter. Ils pensaient encore pouvoir gagner. Ils pensaient encore que les humains n'étaient que des animaux. Mais s'il y a une chose que tous les commandants Krell oubliaient, c'est qu'on ne coince pas une espèce qui prospère dans le chaos. Car lorsque la paix est rompue, la galaxie hurle. Mais l'humanité ricane. Le haut commandement Krell ne prit pas la première défaite à la légère. Lorsque la nouvelle de la destruction de la flotte parvint à leur chambre de guerre, située dans un océan souterrain d'obsidienne liquide sur leur planète natale, un silence s'abattit. Ni indignation, ni confusion. Juste un silence stupéfait, étouffant. Puis vinrent les hurlements. L'exécuteur suprême Jackal, ses membres cristallins secoués de rage, frappa la table d'un appendice griffu, brisant la pierre renforcée. Comment ont-ils pu développer une telle puissance de feu, siffla-t-il, sa voix résonnant dans la pièce comme des clous traînés sur du métal. Ils étaient primitifs, indésirables, indignes. Mais au fond, ils le savaient. Ils savaient qu'ils auraient dû anéantir la Terre il y a 1000 ans, lorsque les humains ont franchi pour la première fois le seuil de leur système solaire. Mais l'accord était clair. Pas d'attaques injustifiées contre les espèces en développement. Ils attendirent donc. Et voilà que les Krells avaient hésité trop longtemps. À travers les étoiles, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Les chaînes d'information galactiques rediffusèrent les images. Les satellites de défense de l'humanité tirèrent avec une précision chirurgicale, démantelant l'une des flottes les plus redoutées de la galaxie en moins d'1 minute. Les planètes du traité furent confinées. Le domaine arcane, habituellement calme et calculateur, convoqua ses anciens guerriers. Même les Nabari, leurs corps nuageux dérivant dans des sanctuaires, en apesanteur, bourdonnaient sur des fréquences qui ne signifiaient qu'une chose, la peur. Des fréquences qui ne signifiaient qu'une chose, la peur. Et pourtant, la Terre demeurait calme. Pas de diffusion publique, pas d'alarme d'urgence, juste le silence bourdonnant d'une espèce qui attendait ce moment depuis des générations. En orbite autour de Saturne, à l'intérieur d'une station minière camouflée connue sous le nom de Noyau Noir, Rhea Solis se tenait devant une immense fenêtre, les yeux plissés, scrutant les étoiles. « Ils vont en envoyer davantage », dit-elle. Le général Thorne s'appuya au bord de la table de commandement, la mâchoire serrée. « Laissez-les faire. » L'homme à côté de lui, le docteur Elian Voss,
physicien théoricien reconverti en architecte d'armes, ricana sans humour. Ils n'ont aucune idée de ce qui se cache sous leurs pieds. Nous avons des armes qui courbent le temps autour d'une cible. Nous avons des IA si avancées qu'elles réécrivent de leur propre code en plein combat. Bon sang! Nos enfants jouent à des jeux de guerre plus réalistes que ceux que les Krell viennent de nous balancer. Solas ne sourit pas. Elle ne bougea pas. Son regard se porta vers les confins du système solaire. Activez le protocole. Séraphin, un officier technique, se raidit. Madame, c'est une mobilisation planétaire totale. Même les laboratoires dormants. J'ai dit, activez-les, rétorqua-t-elle. Ça avait commencé. Sur Mars, des bunkers endormis s'ouvrirent pour la première fois depuis des siècles. Des soldats générationnels, élevés, entraînés et cryocongelés à tour de rôle, se réveillèrent au son des klaxons et des briefings de guerre. Certains sourirent, d'autres craquèrent du cou. Tous étaient prêts. Sur Europe, des cuirassés humains camouflés commencèrent à se déplacer sous la glace, s'élevant avec une puissance monstrueuse. Un vaisseau, le Silence de Terra, commença à chauffer son noyau de fusion, une arme capable de vaporiser une lune entière. Dans l'ombre du nuage d'Oort, la flotte d'opérations secrètes de l'humanité commença à dériver vers l'espace Krell, invisible, silencieuse, meurtrière. Pendant ce temps, sur Terre, la population civile poursuivait sa vie normalement. Pas d'émeute, pas de peur, pas de panique, car tel avait toujours été le plan. Depuis que l'humanité avait été exclue de l'accord, leurs dirigeants étaient au courant. Ils n'étaient pas laissés pour compte. Ils étaient isolés, surveillés, craints. Alors, la Terre se replia sur elle-même, devint une forteresse, non seulement technologique, mais aussi culturelle, mentale et génétique. Ils se fichaient d'être aimés, ils voulaient être prêts. Les Krells, furieux et humiliés, préparaient maintenant leur véritable arme. Une machine divine biomécanique dont la construction a pris des siècles. Le Léviathan, plus grand qu'une planète, plus intelligent que 1000 stratèges Krell, alimenté par l'énergie de Black Star et la vengeance. Mais les humains, ils avaient déjà construit quelque chose de pire, et cela avait un nom, le projet Hadès. Ce n'était pas un vaisseau, ce n'était pas une flotte, c'était un être humain, un homme. Dernier résultat d'une expérience interdite de greffe neuronale, d'IA épicée, de mutation de combat et de cognition quantique. Il n'avait pas été réveillé depuis plus de 100 ans. Il dormait jusqu'à présent. Alors que les plus profondes voûtes de la Terre s'ouvraient en sifflant, des alarmes retentirent dans des installations secrètes. Dans une chambre de pierre noire et de lumière rouge, une voix retentit. Sujet 0, conscience en ligne. Ses yeux s'ouvrirent, brillants comme des étoiles mourantes. Il ne parla pas à son réveil, ne bougea pas, ne scia pas. Il resta simplement assis là, enchaîné, suspendu dans les airs, enveloppé de plus de protocoles de confinement qu'un trou noir actif. Projet Hadès. Vrai nom, inconnu. Origine, effacé. Histoire, classifié sous des couches si profondes que même les plus hauts gradés de la Terre ne pouvaient en y accéder sans une clé de sang. Ce qui le rendait terrifiant n'était ni sa force, ni sa vitesse,
ni sa capacité à traverser la matière. C'était sa façon de penser, ni celle d'un homme, ni celle d'une machine, mais celle d'un entre-deux. Les greffes d'IA dans son cerveau traitaient les probabilités plus vite que les ordinateurs quantiques. Ses instincts humains, sa rage, sa créativité, sa vengeance, lui donnaient la seule chose qu'aucune super-arme extraterrestre ne pouvait imiter, l'imprévisibilité. Le commandant Solus se tenait devant sa chambre, la voix basse. « Vous savez ce qui va arriver ?» Il inclina lentement la tête vers elle. Les chaînes grondèrent. « Léviathan !» dit-il d'une voix semblable à du gravier déchirant l'acier. Elle hocha la tête. « Nous avons besoin que vous restiez éveillés. La Terre se mobilise. La galaxie nous observe. Les Krell croient pouvoir nous anéantir. Les chaînes sifflèrent. Les verrous magnétiques claquèrent. Une lueur bleu-rouge l'enveloppa, puis se transforma en étincelle. Il se laissa tomber pieds nus, silencieux. « Alors, rappelons-leur, dit-il, les yeux plissés, pourquoi ils avaient peur de nous. » Loin derrière les étoiles, dans les entrailles obscures de Krell Prime, le Léviathan s'agita. Ce n'était pas seulement une arme, c'était vivant. Issu de la fusion de l'ADN d'un noyau solaire effondré et d'anciens guerriers Krell, le corps du Léviathan s'étendait sur des villes. Ses membres étaient comme des tours. Ses yeux étaient de la taille de cuirassés. Dans sa poitrine, une ruche de conscience Krell. Généraux, assassins, prêtres, tous fusionnés en une intelligence divine et haineuse. Jokal s'agenouilla devant lui en signe de révérence. « Mon maître, murmura-t-il, la terre nous a défiés. Ils ont massacré nos éclaireurs, se sont moqués de nous. » La voix du Léviathan resta muette. Elle vibra à travers la planète elle-même, alors qu'il soit anéanti. À travers les flottes Krell, des signatures énergétiques surgirent. Des millions de vaisseaux de guerre se dirigèrent vers le système solaire, déchirant l'espace, tels des sauterelles affamées d'annihilation. Au centre, le Léviathan se dressait telle une étoile noire. Mais la Terre n'attendait pas. En orbite profonde, le silence de Terra surgit le premier. Il ne lança pas de missiles. Il replia l'espace. Une onde de choc se propagea, et dans son sillage, 3 croiseurs Krell s'effondrèrent comme des boîtes de conserve sous le talon d'un dieu. Ils n'eurent ça même pas le temps de crier. Derrière, la flotte du corps noir se déployait en formation de diamants, se déplaçant telle une ruche de lames. Des IA humaines contrôlaient les vaisseaux, non pas à distance, mais instinctivement, connectés directement à des pilotes améliorés. Une pensée, une mort, et voilà qu'arrivaient les fantômes rouges, l'élite de l'humanité, des soldats vêtus d'une armure sombre, si sophistiquée qu'elle perturbait la lumière elle-même. Ils ne se contentaient pas de se camoufler. Ils disparaissaient de la réalité pendant quelques secondes, sautant entre les molécules, esquivant le plasma, apparaissant à l'intérieur des vaisseaux ennemis pour trancher des gorges avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Dans tous les secteurs, les vaisseaux Krell commencèrent à s'éteindre. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Le Léviathan atteignit l'orbite de Saturne. Une explosion de son canon principal détruisit une lune entière. Le commandant Solus se tenait à la surface de la Terre, les yeux rivés sur la vidéo en direct.
elle ne scia pas. Déployer Hadès. Le projet Hadès bondit dans le vide. Pas de vaisseau, pas d'armure, juste un homme enveloppé d'une nanotechnologie adaptative qui coulait sur sa peau comme un feu noir. Il plongea droit vers le Léviathan, à travers le feu ennemi, les tempêtes de métal, et s'écrasa à la surface de la bête avec une violence telle qu'elle laissa un cratère de la taille d'un stade. Le Léviathan grogna, confus. Un humain, seul, il tira. Mais Hadès n'était plus là. Il était à l'intérieur, se frayant un chemin à travers la chair biologique et les machines, plus vite que la lumière, déchirant leur système nerveux à main nue. Une pensée résonnait sans cesse dans l'esprit collectif du Krell, une pensée qui s'amplifiait et s'amplifiait à chaque seconde. C'est impossible. Mais ça ne l'était pas. C'était humain. À l'intérieur du Léviathan, l'air était chargé de chaleur, de cris et de sang. Non pas du sang humain, mais une écorce noire, putride et fumante, imprégnée d'une intelligence extraterrestre. Les parois intérieures respiraient comme un organisme vivant. Une technologie organique fusionnée avec des os, des muscles et des alliages sombres s'enroulait autour d'artères massives, pulsant d'antimatière. Et Hadès déchirait tout cela. À chaque pas qu'il faisait, il laissait la mort derrière lui. Son armure nanotechnologique s'adaptait instantanément, se transformant en griffes, lances, vrilles, tranchant les tissus, faisant fondre les circuits, désintégrant les blindages. Chaque drone Krell qui tentait de l'intercepter explosait en pleine charge. Leur esprit de ruche ne pouvait le prédire. Dès qu'ils s'adaptèrent à sa vitesse, il changea de direction. Lorsqu'ils s'adaptèrent à sa vitesse, il changea de direction. Lorsqu'ils s'adaptèrent tant à sa force, il devint plus rapide. Lorsqu'ils tentèrent de fuir, il était déjà devant eux. Le Léviathan trembla violemment. Dans le vide, les commandants Krell hurlaient dans leur communication, observant avec horreur leur machine divine se mettre à saigner. Sur Terre, Solas se tenait devant l'hologramme, observant les signatures énergétiques du Léviathan monter en flèche, puis cligner des yeux de manière erratique. Thorne croisa les bras. Comment diable fait-il ça tout seul? Il n'est pas seul, répondit froidement Solas. Il est la terre. Chaque erreur brutale, chaque guerre, chaque trahison, chaque expérience pour laquelle nous avons été humiliés. Il est la somme de tout cela. Et s'il perd le contrôle? Elle le regarda. On ne le laisse pas faire. À l'intérieur de la chambre centrale du Léviathan, le projet Hadès se tenait face au Nexus, une énorme sphère qui pulsait comme un soleil mourant. C'était le cœur de la bête, la ruche de conscience des Krell. Des milliards de voix criaient de rage, de confusion, de peur. Il la fixait, et elle le fixait en retour. Des milliers de vrilles se déchaînèrent, tentant de transpercer son corps, de submerger son esprit, d'envahir ses pensées, mais elles ne trouvèrent ça pas la peur. Elles y trouvèrent une tempête. Et puis, quelque chose en lui se brisa. Hadès tomba à genoux, serrant son crâne tandis que l'IA de son système neuronal commençait à se fracturer. Des souvenirs qu'il avait enfouis refirent en surface, pas seulement la guerre, mais aussi l'enfance. Douleur, expérience, cri derrière une vitre. Il se revit enfant dans une pièce froide et blanche,
des fils dans la colonne vertébrale, des aiguilles dans le cerveau. Les scientifiques se demandaient si ces émotions étaient un handicap ou une arme. Et puis, elle, la voix, celle qui avait apaisé la tempête. La fille est dans la cellule d'à côté, son rire, son toucher, la promesse qu'il s'était faite s'il parvenait à s'échapper. Tu survivras pour moi, avait-elle dit, et je survivrai pour toi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle mourut dans un incendie lors de la purge du laboratoire, un nouvel échec enfoui sous le sceau du secret défense. Les Krells tentèrent d'instrumentaliser son chagrin, d'en faire une faiblesse. Au lieu de cela, ce fut une bombe. Il se releva, tremblant, et laissa la douleur le consumer, non pas pour se détruire, mais pour tout brûler autour de lui, lui. Non pas pour se détruire, mais pour tout brûler autour de lui. Tu veux la vérité de l'humanité, murmura-t-il au Nexus, la voix brisée. C'est ça. Son corps s'illumina. Nous souffrons, et ensuite nous vous le ferons payer. Le Nexus hurla. Une explosion d'énergie déchira le Léviathan de l'intérieur. Des chambres entières s'effondrèrent. Des synapses éclatèrent. Les esprits des Krells hurlèrent et se turent. La machine divine trembla, et pour la première fois de sa vie immortelle, elle s'effondra. Dans l'espace, la flotte humaine recula tandis que le Léviathan commençait à se tordre et à se fissurer. Des morceaux de son armure vivante volèrent en éclats. Les formations Krell vacillèrent. Solus fixa les signaux. Est-il toujours à l'intérieur? Pas de signal, chuchota l'officier technique. Et puis, juste au moment où le Léviathan commençait à imploser en une singularité de volonté brisée et de masse décroissante, un point jaillit. Pas de vaisseau, juste un homme enveloppé de nanofeux rougeoyants. Son corps brûlait, mais ses yeux étaient calmes. Le silence. C'est tout ce qu'il y eut après la chute du Léviathan. Ni triomphe, ni célébration, juste un long silence stupéfait à travers la galaxie. La célébration, juste un long silence stupéfait à travers la galaxie. Des civilisations entières interrompirent leurs émissions au milieu d'une phrase. Les chaînes diplomatiques furent coupées. Au cœur de l'accord galactique, où autrefois des centaines d'espèces débattaient et plaidaient pour la paix, une seule phrase tournait en boucle. Le Léviathan était tombé. L'impossible s'était produit. Un humain, pas une flotte, pas un empire, mais un seul humain, avait déchiqueté l'arme la plus sacrée des Krells, comme un jouet d'enfant. Et le pire, il s'en était allé. Le projet Hadès, la peau brûlée à vif sous la nanotechnologie réparatrice, dériva doucement en orbite au-dessus des vestiges du Léviathan, en train de s'effondrer. Une capsule de récupération du noyau noir le rattrapa finalement dans son berceau magnétique. Les techniciens médicaux se précipitèrent à ses côtés, mais n'osèrent le toucher qu'après qu'il eut parlé. « J'en ai fini, murmura-t-il. Rendormez-moi. » Mais le commandant Solus avait d'autres plans. « Vous n'allez nulle part, pas encore. » De retour sur Krell Prime, le chaos régnait. Leur dieu était mort, leur flotte dispersée, sans chef, démoralisée. Jakail, autrefois exécuteur suprême, luttant désormais avec difficulté contre l'effondrement civil, rugissait de désespoir. « Retire sa trahison, nous reconstruirons. » Oh là! Ah!
Mais personne n'écoutait, car quelque chose de bien plus terrifiant que la défaite se répandait désormais parmi eux, le doute. Et si les humains n'étaient pas seulement chanceux, et s'ils n'étaient pas seulement en colère, et si l'humanité avait toujours été quelque chose à laquelle la galaxie n'était pas préparée? Sur Terre, les choses allaient vite. La victoire n'était pas médiatisée, pas de grands discours, pas de monuments, car les dirigeants de la Terre avaient compris une chose essentielle. La peur était plus efficace lorsqu'elle était silencieuse. Que la galaxie se demande comment ils ont fait, qu'ils imaginent ce que la Terre avait d'autre dans l'ombre. Car la vérité, ils n'ont même pas utilisé la moitié de leur arsenal. Les protocoles de défense de Mars n'avaient pas activé leurs ogives supergravitiques. Les mines d'Europe, gérées par l'IA, contenaient encore des armes dormantes enfouies à 160 km de profondeur. Les anneaux de Saturne n'avaient pas encore déclenché leur lance solaire cinétique. Et le projet Hadès, il n'était qu'un parmi 5. À l'intérieur d'un complexe secret sous l'Antarctique, le commandant Solis se tenait dans un long couloir sombre, bordé de capsules cryogéniques. Elle s'arrêta au 4e, son souffle embuant la vitre. À l'intérieur flottait une femme, les yeux clos, des veines argentées sillonnant sa peau. Son nom de code, Némésis. Le général Thorne apparut derrière elle. « Tu veux vraiment en réveiller un autre ?» Solas ne répondit pas tout de suite. « Les crêles ne sont qu'un début. » Il fronça les sourcils. « Tu crois que l'accord va s'en prendre à nous ?» Elle hocha la tête, sans réfléchir. Non, ils ne se réjouissaient pas de la victoire de la Terre. Ils en étaient terrifiés. Terrifiés qu'une espèce, si jeune, si volatile, puisse abattre un titan galactique avec un seul soldat. Alors, la galaxie allait s'unir, non pas pour aider l'humanité, mais pour la contenir. Dans une chambre secrète, à des années-lumière de là, le Conseil des 9, les chefs de l'accord, se rassembla paniqué. « Ils ont transgressé toutes les lois de l'évolution », cria l'un d'eux. « Aucune espèce ne devrait progresser aussi vite. »« Loi de l'évolution », cria l'un d'eux. « Aucune espèce ne devrait progresser aussi vite. » « Ils n'ont pas progressé, » dit un autre à voix basse. « Ils se sont adaptés. Ils ont appris en silence. » Mais pendant que nous débattions de paix, ils se préparaient à la guerre. « Alors, il faut agir, » dit le plus âgé d'entre eux, non par la diplomatie, mais par l'extermination. Et par ces mots, l'accord signa son arrêt de mort. Car la Terre l'avait déjà vu venir. Et ils n'avaient pas peur, ils étaient pas prêts. L'émission parvint sur toutes les fréquences, traduite dans toutes les langues connues de la galaxie. L'accord galactique déclare par la présente que l'humanité constitue une menace existentielle pour la stabilité universelle. Dès à présent, toute expansion humaine au-delà de Sol est interdite. Tout vaisseau aperçu franchissant les frontières territoriales sera détruit. Toute planète abritant des humains sera purifiée. Il s'agit de la plus grande coalition interstellaire jamais formée. 212 espèces extraterrestres, certaines ennemies depuis des siècles, étaient désormais unies sous une même bannière. Éradiquer la Terre.
Ils n'appelaient même pas cela une guerre, mais un protocole de confinement, comme si l'humanité était un virus. Dans une base cachée en orbite terrestre, le commandant Solus et le général Thorne observaient les projections. Des dizaines de flottes, des milliers de vaisseaux de guerre, des engins de siège planétaires, des canons perçant la réalité. « Regardez-les » murmura Thorne, « ils croient rendre justice. » Solus eut un sourire narquois. « Ils amènent des volontaires. » Des volontaires. Pour que nous puissions tester le reste de nos armes. La Terre avait toujours su que cela arriverait. C'est pourquoi ils n'ont pas perdu de temps à conclure des traités de paix avec des espèces qui les méprisaient. Au lieu de cela, ils se sont repliés sur eux-mêmes, ont construit en silence, perfectionné des armes non seulement pour la guerre, mais aussi pour leur réputation. Ils savaient qu'un jour, la galaxie viendrait les tuer. Mais ce jour-là, la Terre ne se cacherait pas. Elle manifesterait. Tout a commencé à la ligne de Kuiper. L'accord envoya une flotte d'essais, 50 cuirassés, avec une puissance de feu suffisante pour vitrer un système solaire. Ils ne dépassèrent même pas Neptune, car Neptune n'était plus seulement une planète. C'était un piège. Des satellites noirs cachés dans ces anneaux glacés s'activèrent. Des rayons d'inversion gravitationnelle jailliraient, pliant l'espace comme du papier. Les cuirassés disparurent en moins de 5 secondes. Il ne restait même plus que des débris. Seul le silence régnait. L'accord tenta de brouiller les images, mais des humains piratèrent le flux, le diffusèrent en direct et y ajoutèrent un message. Réessayez. La vague suivante était plus intelligente, plus rapide, équipée de technologies furtives et dirigée par des tacticiens psychiques d'élite. La Terre les laissa atterrir cette fois. Ils atterrirent sur Pluton, persuadés qu'il allait s'écraser. Mais Pluton n'était pas Pluton. C'était un leurre. Le vrai Pluton avait été vidé de son contenu 10 ans plus tôt et remplacé par un simulateur de champ de bataille que le grandeur nature. Les troupes de l'accord n'avaient jamais combattu d'humains. Elles combattaient des machines artificielles, conçues pour ressembler à des humains, saigner et pleurer comme des humains. Cela les a brisés. Des centaines de soldats extraterrestres d'élite se rendirent en plein combat, jetant leurs armes dans la confusion, sanglotant devant l'horreur de ce qu'ils affrontaient. Parce que la Terre ne se battait pas à la loyale, elle se battait émotionnellement, psychologiquement, comme une espèce, ayant tout perdu et appris à instrumentaliser le deuil. De retour sur Terre, dans une installation à des kilomètres sous le plancher océanique, les 3 derniers projets s'activèrent dans leur nacelle. Hadès, Némésis et maintenant le salut. Un homme né en apesanteur, qui n'avait jamais appris à marcher, mais qui pouvait dévier les champs magnétiques d'un simple mouvement de la pensée. Solus marchait entre les capsules, le cœur battant. « Nous ne gagnerons pas cette guerre, dit-elle à son équipe. Nous la terminerons, non pas par la survie, mais par la domination. La galaxie veut la peur. » Elle se tourna vers la diffusion en direct des mondes de l'accord, en proie à des émeutes de panique. Alors, donnons-leur la religion. Pendant ce temps, sur une planète rebelle errant dans les ténèbres, Jackal, désormais fugitif des Krells, rencontrait d'autres seigneurs de guerre exilés. Leurs flottes étaient brisées, leur fierté réduite en cendres.
Il murmurait désormais la seule vérité qui les terrifiait plus que la mort. Nous aurions dû les détruire alors qu'ils grimpaient encore aux arbres. Nous n'avons pas créé des monstres, nous les avons inspirés. Et maintenant, nous allons tous payer. Ils frappèrent à l'aube, non pas par stratégie, mais parce que les humains appréciaient le symbolisme. Rysar Prime, la colonie la plus éloignée de l'accord, un centre commercial prospère dirigé par 5 espèces distinctes, n'avait jamais connu la guerre et n'en avait jamais eu besoin. Ses défenses orbitales étaient minimales, son centre diplomatique immense. Alors, quand le ciel s'est fissuré, personne n'a su comment réagir. La première flotte offensive de la Terre, nom de code Cerbère, est descendue comme des fantômes. Pas de signaux radio, pas d'accumulation d'énergie, juste un silence absolu. Et puis, l'enfer. Des tiges cinétiques pleuvaient depuis l'orbite, se déplaçant si vite qu'elles défiaient les lois de la physique. Pas d'explosion, juste des implosions. Bâtiments, tours de défense, biosphère, tout s'est écrasé, comme si l'espace lui-même avait décidé de mordre. Avant même que l'accord ait pu activer ses balises de détresse, des capsules humaines ont traversé l'atmosphère. Elles n'ont pas atterri, elles ont percuté. Les troupes au sortir, entièrement enfermées dans des exophragmes noirs, sans visage, sans voix et sans émotion. Pas de cris de guerre, pas de déclaration. Elles se déplaçaient comme des machines. Mais chaque tir était précis, chaque geste personnel, car la Terre n'avait pas envoyé de soldats. Elle avait envoyé des survivants, des gens qui se souvenaient de leurs amis morts lors des opérations de nettoyage de l'accord, des fermiers dont les colonies avaient été anéanties, alors que l'humanité implorait encore une reconnaissance diplomatique. Réfugiés, scientifiques, orphelins, l'accord leur avait appris à souffrir. Maintenant, la Terre leur apprenait à rendre la leçon. À l'arrivée de la flotte de l'accord, Ricer Prime avait disparu. Ni conquise, ni occupée, juste vidée. L'humanité ne voulait pas de territoire. Elle voulait un message, et elle en a laissé un, gravé dans les ruines, brûlé dans le plus grand cratère par le plasma orbital. Vous avez amené la guerre à notre porte, et maintenant, nous la franchissons. La panique a frappé la galaxie comme un virus. Les dirigeants de l'accord ont décrété de nouvelles mesures d'urgence. Toutes les transmissions humaines devaient être bloquées. Le langage humain était interdit sur les réseaux de l'accord. Toutes les espèces s'étaient prévenues. Aider la Terre entraînerait des pannes de courant planétaire. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous qu'il était trop tard, car l'humanité ne luttait plus pour sa survie. Elle luttait pour le contrôle, et elle gagnait. Le projet Hadès se tenait sur le pont de commandement du cuirassé revenant. Son corps portait encore les brûlures du Léviathan. Ses yeux, plus froids maintenant, vides, d'une manière que même ses créateurs n'avaient pas anticipée. Il faisait plus froid maintenant, vide d'une manière que même ses créateurs n'avaient pas anticipée. Il observa la carte galactique. La Terre était là, l'accord était là, mais entre eux, une centaine de mondes vulnérables. Némésis se pencha à ses côtés, blindée comme une déesse de la mort. « Quand atteindrons-nous la prochaine cible ?» Il ne répondit pas. À la place, il observa un système marqué en rouge. Jaraxus, l'une des planètes centrales de l'accord, centre de civilisation, chantiers navals,
tour de données, un système censé être impénétrable. Il l'a exploité une fois. À présent, sur Terre, le commandant Solus réunissait le reste de son conseil de guerre. Le général Thorne, le président Lang, l'IA Trinity. Ils étaient tous là. L'ambiance n'était pas à la fierté, c'était à la préparation. Ils vont tenter une action imprudente, dit Lang. Un dernier combat, un destructeur de planètes, peut-être même une technologie d'allumage d'étoiles. Ils perdront le contrôle avant que ça ne devienne grave, répondit calmement Solas. Ils sont brisés, effrayés. Et nous? Elle regarda l'écran qui montrait la Terre, marquée, belle, rebelle. Nous n'avons jamais été aussi unis. Ailleurs sur Jaraxus, le haut maréchal de l'accord se tenait sur un balcon vitré, observant les réfugiés affluer dans les mégastructures. Il se tourna vers son aide, la voix tremblante. Ils ne sont qu'une seule planète, une seule espèce. Comment gagne-t-il? L'aide ne répondit pas immédiatement. Ensuite, parce que nous ne les avons jamais respectés. Nous les avons avertis au lieu de les écouter. Maintenant, ils ne demandent plus la permission. Ils ne vont pas s'arrêter, n'est-ce pas? L'assistant regarda les étoiles. Non, monsieur, ils ne font que commencer. La galaxie est venue pour anéantir l'humanité. Mais au final, ce n'est pas la guerre qui a tout changé. C'est la peur. Et ce qu'une espèce pourrait devenir si l'univers entier la poussait trop loin. L'accord a fait un dernier geste, une frappe désespérée, un tueur de soleil, une arme conçue pour détruire une étoile de l'intérieur, emportant avec elle toutes les planètes du système. Sa cible, Sol, la Terre. L'arme était déguisée en messager de paix, en ultime négociation avec l'humanité. Mais les humains n'étaient plus stupides. Ils l'interceptèrent à mi-chemin de la ceinture de Kuiper. Et ils ne se contentèrent pas de l'arrêter. Ils la retournèrent. Le tueur de soleil reprogrammé émergea au-dessus de Jaraxus tel un dieu noir. Il ne s'est pas annoncé, il n'a pas menacé, il n'a pas pris de pause. Il est resté suspendu là, absorbant la masse solaire et gonflant à chaque seconde. Les dirigeants de l'accord se sont précipités. Ils ont supplié, annoncé leur reddition, promis des réparations. Ils ont même offert à la Terre un siège à la table galactique, une chance de rejoindre l'élite. Mais la Terre n'en voulait pas. Ils retournaient dans la table. Le commandant Solus apparut sur tous les canaux, sa voix calme mais définitive. Vous avez essayé de nous effacer. Maintenant, vous vous souviendrez de nous pour toujours. Et puis, elle l'activa. L'étoile de Jaraxus se transforma en nova en moins de 10 secondes. La lumière atteignit des planètes qui n'avaient même pas encore développé Dieu. L'onde de choc a pulvérisé 5 flottes de l'accord dans les systèmes voisins. Et les survivants, ils n'ont pas reculé. Ils ont plié. Car enfin, ils ont compris. L'humanité n'était pas une erreur. C'était un message. Ne taquinez pas l'espèce qui fabrique des armes par désespoir. Celle dont les ingénieurs se mettent en colère pour élaborer des stratégies. Celle qui apprend la douleur comme une seconde langue. Le projet Hadès observait le feu depuis l'orbite, silencieux. À côté de lui, Némésis essuyait les cendres de sa visière. « Tu crois que c'est fini ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Rien n'est jamais fini, mais nous avons gagné. »« Non, » dit-il d'une voix lointaine. « Nous avons survécu. Il y a une différence.
Des décennies passèrent, puis des siècles. L'accord devint un mythe. La galaxie se remodela autour d'une nouvelle règle. Ne provoque pas la Terre. Les humains ne s'étendirent plus beaucoup après cela. Ils n'y étaient pas obligés, car leur nom à lui seul était devenu une arme. Dans les colonies lointaines, des enfants extraterrestres le murmuraient comme une histoire de croque-mitaine. Ne désobéissez pas au couvre-feu, ou les humains viendront. Les diplomates le disaient en haut avec révérence, les pirates avec crainte. Et dans les recoins les plus sombres de l'univers, dans les stations hors la loi aux murs maculés de sang, les criminels concluaient des accords sous une condition tacite. Mais ne mêlons pas la Terre à cela. De retour sur Terre, plus paisible qu'elle ne l'avait été depuis des siècles, le commandant Saulus, plus âgé, marqué, fatigué, se tenait dans la dernière salle de guerre. Elle contemplait les étoiles et murmurait, plus pour elle-même que pour quiconque, que nous n'avons jamais voulu être des dieux. Nous en avions juste assez d'être des proies. Et dans la chambre forte cryogénique, au plus profond des anneaux de Saturne, les 2 derniers projets restaient figés, encore endormis, au cas où, car la Terre savait, la galaxie oublie vite, mais l'humanité, plus jamais.